Bonjour à tous et à toutes. C'est encore un énorme plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau webinaire sur un sujet un petit peu particulier qui est la réalité virtuelle et la formation professionnelle. Donc, je suis Frédéric Ollier de la société ORM, responsable marketing. Et aujourd'hui, je suis accompagné de Laurent Daldalto, qui sera un petit peu mon coéquipier sur l'orateur principal, et je vais essayer de l'accompagner au mieux pendant cette présentation. Donc, de la société Bambus, PDG de la société Bambus, spécialiste dans la réalité virtuelle depuis quasiment une dizaine d'années. Si je ne me trompe pas, ça doit faire quasiment 9 ans. Nous sommes également accompagnés donc, de Hugo Juano, Lionel et Laurence, qui sont respectivement vos interlocuteurs commerciaux sur les différentes régions de France, Laurence Moulac pour tout ce qui est Auvergne-Rhône-Alpes, ce qui est région PACA, ainsi que l'Occitanie, Hugo Juano sur le Grand Est, le Grand Nord, donc le Haut-de-France, l'Île-de-France et région Centre. Et ensuite, notre cher Lionel, qui lui fait la France coupée en deux, de Rouen, Le Havre, Dieppe même, et qui va jusqu'au pied des Pyrénées avec la grande Nouvelle-Aquitaine, donc avec Nantes, la Bretagne et la Normandie. Voilà. Ce webinaire donc, va être enregistré. Il sera disponible sur notre chaîne Vimeo, où je pourrais vous envoyer le lien, et également sur notre chaîne YouTube d'ici l'après-midi, voire demain maximum. Juste avant de laisser la parole à Laurent, je vous rappelle juste un tout petit peu sur le fonctionnement. Vous avez trois petits boutons en bas de votre écran. Ces trois petits boutons, vous avez Q et R, lever la main et converser. Alors, converser, je vois que certains l'ont bien utilisé déjà. Ça vous permet de pouvoir envoyer, de chatter avec nous pendant la présentation. Donc, vous vous adresser aux conférenciers et tous les participants. Ça y est, nous sommes 78, ce qui fait très plaisir. Donc, vous pouvez utiliser ce petit bouton. Vous avez un autre bouton qui est Q et R. Q et R, je vous propose un peu de le réserver à toutes vos questions que vous pouvez vous poser lors de la présentation sur des choses. Voilà. Tapez vos questions. Je laisserai un petit peu dérouler la présentation. Je verrai comment faire avec un peu Laurence. C'est important un petit peu de poser tout de suite la question, d'y répondre, d'attendre la fin. Je fais une synthèse de toutes les questions et des réponses. Et lever la main. On pourra essayer d'utiliser en fin de webinaire, si vous voulez, où on pourra, pourquoi pas, converser de manière audio. Voilà, me semble-t-il que j'ai fait le tour de ces différentes informations et je vais donc laisser la main à Laurent Donalto. Alors, juste avant, la dernière petite chose, il est possible que pendant la présentation, je coupe ma caméra. C'est juste, alors, je ne suis pas connecté à la fibre, c'est juste pour libérer un petit peu la bande passante. C'est moi qui ai lancé la réunion et éviter d'avoir des soucis de déconnexion et alléger un petit peu au niveau de la bande passante. Voilà, donc, je coupe pas ma caméra, mais je serai toujours là avec vous sans aucun problème. Laurent, donc je te donne la parole et puis je suis en plus très très heureux de t'accueillir aujourd'hui et je vais être encore très heureux de t'écouter. Merci Frédéric, merci pour l'invitation, merci à l'ARM et bonjour à tous. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Laurent Adalto, je suis le créateur d'une société qui s'appelle Nimbus, qui est une petite PME basée à Toulouse qui travaille donc sur l'application de la réalité virtuelle en particulier, mais de ces technologies immersives en général, dans la formation professionnelle. Et je reviendrai en détail plus tard sur les différentes applications. Juste pour vous donner un peu mes origines, je dirais, je suis plutôt du côté de la technologie puisque j'étais un geek de la première heure et voilà, il se trouve que j'ai fait ensuite des études de ma passion
jusqu'au bout et je suis docteur en informatique avec une spécialité sur la réalité virtuelle et j'ai notamment un petit peu enseigné à la fac justement dans ce cadre-là. Donc ça m'a permis d'aborder encore plus ma passion qui est l'application de ces technologies à la pédagogie. Aujourd'hui, je vais essayer de faire un survol à peu près 20 minutes, ce que disait Frédéric, de la situation, à la fois de la technologie, de l'application de la technologie dans le domaine de l'éducation, des écueils, des mythes et des réalités. Je vais d'abord aborder le problème et pourquoi on en est arrivé à se dire, tiens, la réalité virtuelle ou les mondes immersifs, c'est quelque chose d'utile pour l'enseignement. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est ce genre de métier. C'est ce qu'on appelle les métiers manuels, les métiers d'ouvriers. Voilà. C'est globalement des métiers qui n'ont pas forcément une image valorisée. Ce n'est pas non plus les métiers qui sont dans les parcours académiques traditionnels. C'est souvent des métiers qu'on fait par obligation. On est amené vers ces filières-là, pas forcément parce qu'on a découvert une passion. La passion, on la découvre souvent après, mais parce que on ne peut pas suivre les filières académiques. Et c'est d'autant plus dommage qu'aujourd'hui, on est dans un monde où ces métiers-là sont des métiers très valorisés, des métiers qui évoluent aussi avec la technologie. Donc on parle vraiment d'ouvriers qualifiés. Et qui fait en fait que cette qualification fait qu'il est très difficile d'alimenter les entreprises, l'économie, avec ces expertises. Je vous donne juste quelques rapides chiffres pour vous montrer l'ampleur du problème. Ce que je vous affiche ici, c'est le chiffre d'affaires qu'on ne peut pas réaliser, que l'industrie, globalement c'est plutôt le secteur manufacturier, hein, dont je parle là, ne peut pas réaliser dans le monde de par le fait qu'ils ne trouvent pas les main-d'œuvre qualifiées appropriées. Donc, par exemple, en France, bon, on n'a pas la même production que les trois gros premiers pays que j'affiche ici, mais c'est quand même 10 milliards de dollars, l'équivalent de 10 milliards de dollars, qui n'est pas produit en termes de richesse parce qu'on ne trouve pas les gens à mettre en face. Alors, j'ai mis tout à fait à droite aussi l'Inde, où là, ils produisent absolument tout. Mais c'est intéressant comme cas parce que c'est l'opposé de la problématique en Inde. C'est qu'on a largement la main-d'œuvre pour produire, mais par contre, on n'a pas du tout la qualité requise. Et c'est à nouveau un problème d'éducation et de formation, mais c'est différent puisque là, disons que l'attendu en termes de production en bout de chaîne est différent. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que même en Inde, dans des pays émergents, on a besoin d'une qualité supérieure et du coup, on ne trouve plus les personnes et cette courbe-là, la valeur qui est à zéro dans le passé, commence à monter puisque ces chiffres sont assez anciens, ils datent de 2018. Mais si je vous mettais à jour les chiffres pour 2020, on aurait des valeurs bien supérieures à ça. Je ne vais pas aborder immédiatement la problématique de la situation dans laquelle on est aujourd'hui. J'en parlerai plutôt en fin de présentation. Donc, je vais déjà vous présenter la situation telle qu'elle était, technologiquement et pédagogiquement, avant le Covid. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre pourquoi on n'arrive pas à alimenter ce besoin en main-d'œuvre et pourquoi, on sait que c'est lié, on sait que l'image de ces métiers n'est pas très attirante et du coup, on n'attire pas suffisamment de jeunes vers ces métiers-là. Et alors, les jeunes, globalement, ce terme assez générique, qu'on appelle aujourd'hui millennials pour les nommer comme étant nés après l'an 2000, c'est souvent représenté comme ça. Globalement, on les voit discuter entre eux, beaucoup sur des tablettes, beaucoup sur leur téléphone. Ils sont alimentés d'informations à travers
ces équipements-là. Ils sont talentueux en termes de synchro, de capacité gestuelle, etc., sur ces équipements-là. Mais on a tendance à se dire, on a perdu la concentration qu'on pouvait avoir avant, on ne peut plus leur transmettre l'information à cause de cette technologie-là. Les méthodes traditionnelles qu'on utilisait avant ne marchent plus. Et il y a eu beaucoup d'études sur ça, notamment une étude qui a prouvé que, quelle que soit la population, vous, comme moi, vous peut-être vous êtes plus concentrés que moi parce que vous êtes dans l'enseignement tous les jours et donc c'est un exercice que vous êtes habitué à pratiquer. Mais si je vous fais une présentation comme aujourd'hui, les plus concentrés tiendront 12 minutes. Et au-delà, alors si on parle des millennials encore plus, au-delà, toute information est largement perdue. Or, un cours en général, ça ne dure pas 12 minutes. C'est rare qu'on passe de cours en cours toutes les 12 minutes, toutes les 10 minutes. Et si on regarde l'info unitaire, vous avez sûrement entendu parler d'une étude qui disait que les cerveaux des jeunes avaient une concentration inférieure à celle d'un moustique. Ça a été un raccourci pour dire qu'une info, la lecture d'une info, ne doit pas leur prendre plus de 8 secondes. C'est le tweet sur Twitter, c'est la vidéo, l'image qui accroche. Voilà, ils sont capables de switcher d'une info à l'autre très vite. Donc, ils ont une capacité de vision générale de l'information, mais pour descendre dans le détail de l'information, il faut les capter très vite. Et donc, on a tendance à se dire, cette population-là n'est pas capable de se concentrer, donc ça va être très difficile de leur faire passer une information complexe si on ne peut pas les tenir captés pendant plus de 10 minutes. Alors, à côté de ça, on a regardé ce qu'ils faisaient, et là, actuellement, dans notre monde de confinement, ceux qui ne sont pas super concentrés sur leurs devoirs vont faire pas mal de jeux vidéo. Et là, World of Warcraft, c'est un vieux jeu vidéo, mais sur lequel il y a eu beaucoup d'études. Et en particulier, on a analysé de 2004 à 2011 combien de temps l'humanité avait passé à jouer à ce jeu. Et en fait, l'ensemble de l'humanité a passé 7 millions d'années, pendant 7 ans, il a passé 7 millions d'années à jouer à World of Warcraft. Donc, c'est une masse de temps passé sur le jeu énorme. Et ce qui est, bon, ça montre déjà l'attrait et le temps que peut passer, que peut accaparer ce type d'application. Mais ce qui est intéressant, c'est que le temps moyen d'une session sur ces jeux, c'était 1h53 minutes. Donc, les millennials passaient 1h53, extrêmement concentrés, extrêmement agiles, parce que c'est des jeux de combat où il faut vraiment réagir et enchaîner des actions très très rapidement au clavier, à la souris, au joystick, ce que vous voulez. Et c'était en moyenne 1h53. Donc ça prouve que quand on capte leur attention, leur concentration peut être très très élevée, très longue. Donc l'idée c'est ça, en fait, c'est parti un peu de ce concept-là, de se dire, avec des technos qui leur parlent, donc par exemple, voilà, toutes les technos immersives, est-ce qu'on ne peut pas les capter, les tenir concentrés et donc faire un ancrage de la connaissance, du savoir, beaucoup plus important. Et moi, ce que j'ai voulu chez Membus, c'est aller plus loin, aller dans une difficulté supplémentaire, c'est que ce qui m'intéresse, ce n'est pas vraiment le savoir, c'est surtout le savoir-faire. Donc, travailler sur leur détecter les compétences et les former à des métiers qui sont plutôt des métiers manuels. Alors, avant de vous montrer des applications de ce qui existe aujourd'hui, on se met d'accord juste sur les termes, parce que vous avez beaucoup de termes aujourd'hui sur le marché. Je vous les ai mis en anglais, là, hein, VR pour Virtual Reality, donc c'est RV, voilà, mais VR, AR, réalité augmentée, MR, Mixed Reality, réalité mixte. Et tout ça, en fait, maintenant, c'est englobé dans un terme qu'on a mis un X à la place de toutes les lettres, XR, XR, il y en a qui disent Extended Reality, mais c'est juste, voilà, il y a beaucoup de marketing là-dedans, mais tout ça, c'est des mondes immersifs. Alors,
Là, la première photo, par exemple, c'est de la réalité virtuelle. Le principe de la réalité virtuelle, c'est que vous ne voyez pas votre monde réel. Je vous mets dans un monde totalement virtuel. Tout ce qui est autour de vous est virtuel. Donc, l'avantage de ça, c'est que je peux vous envoyer n'importe où dans le monde faire ce que je veux. L'inconvénient de ça, c'est que si vous avez une table ou une chaise devant vous, vous allez sûrement y rentrer dedans. Le second type de technologie, c'est la réalité augmentée. La réalité augmentée, ça signifie que là, vous voyez le monde dans lequel vous êtes, et je vais juste vous fournir des informations qui n'existent pas. Vous rajoutez des fantômes dans un monde réel, si vous voulez. Donc l'avantage de la réalité augmentée, c'est que vous restez dans votre monde, vous avez toujours la visibilité autour de vous. L'inconvénient, c'est qu'il faut avoir le monde qui va bien. Si on veut être sur une chaîne de production, par exemple, et travailler à identifier les éléments d'une chaîne de production, ben, il va falloir avoir l'usine et la chaîne de production qui va bien. Et puis entre les deux, ce qu'on appelle réalité mixte, donc les termes, je ne rentrerai pas dans le détail parce qu'en réalité augmentée, on parle aussi, vous savez, quand vous avez une tablette et que vous fixez des points sur une table, etc. On a assigné ça aussi à de la réalité augmentée. La réalité mixte, c'est un peu partie de ça. Vous avez, je vous ai rajouté un casque. Vous voyez sur le casque, il y a des caméras. Et en fait, je peux vous mettre un casque qui occultera complètement votre vue, mais grâce aux caméras qu'il va y avoir sur le casque, je vais pouvoir vous montrer l'environnement réel et le traiter de manière à rajouter des infos dessus. Donc, on peut jouer avec l'info qu'on vous affiche. Voilà. Ce qui est certain, c'est que ces technologies permettent de faire apparaître des choses qui n'existent pas, de vous faire travailler sur des choses qui n'existent pas, de vous mettre dans des situations dangereuses, complexes ou coûteuses à réaliser pour vous. Bon, historiquement, les applications dans la réalité virtuelle, il y en a eu depuis des années. Moi, j'ai fait ma thèse dans les années 90, donc vous voyez déjà, on parlait de réalité virtuelle. C'est pas nouveau, c'est un peu comme l'intelligence artificielle, c'est un vieux thème. Et ça a été appliqué au départ, vous le savez, dans les simulateurs de vol, et même avant, ça a été appliqué à la NASA pour les militaires et pour l'aérospatial, pour l'espace. C'était des simulateurs très lourds, hein, puisque si on parle du simulateur de vol, vous le voyez là, c'est des gros équipements à plusieurs millions d'euros. Mais c'était déjà des équipements pour former en sécurité et c'était déjà, j'ai tendance à le dire, pour former à des compétences manuelles, puisqu'on formait le pilote à savoir enchaîner des séquences d'action, à savoir contrôler le palonnier, donc il fallait contrôler à la fois les mains, les pieds et évaluer sa rapidité de réaction. Donc, on était déjà c'est un métier manuel. Bien que maintenant, sur les avions totalement guidés, il y a beaucoup moins d'interactions à réaliser, mais c'est quand même largement un métier qui demande des compétences manuelles. De la même manière, on a ensuite eu des applications, par exemple, de conduite. Voilà, vous avez un simulateur en haut à droite de conduite d'auto-école. De conduite d'engin de chantier, conduite. Il y a eu beaucoup d'applications dans ce domaine-là, et toujours sur des simulateurs assez coûteux. Plus récemment, on a commencé à travailler dans le médical. C'est la dernière image que je vous montre. Où là aussi, pour moi, chirurgien, c'est un métier manuel. Hein, c'est juste que métier manuel, ça a une connotation péjorative, on a encore tendance à l'imaginer comme ça, mais le chirurgien, c'est un métier manuel, et avec des risques évidemment très importants et des responsabilités importantes. Mais on a travaillé dans le médical beaucoup et de plus en plus en réalité virtuelle. Et vous le savez, on a même aujourd'hui des systèmes qui permettent de reproduire on parle de jumeaux numériques. Quand on reproduit une usine en virtuel, on fait des jumeaux numériques aussi d'opération où le chirurgien peut être très loin, ou en tout cas pas dans la salle d'opération, travailler en réalité virtuelle très réaliste, et c'est un robot qui va reproduire ces gestes
avec l'avantage non seulement de la distance, c'est-à-dire que même si votre chirurgien expert n'est pas disponible dans votre zone, il pourra vous opérer de loin, mais en plus, l'avantage du robot qui sécurise, je dirais, certaines opérations parce que lui va filtrer certains gestes qui pourraient être parasites, va sécuriser, je dirais, l'environnement opératoire. Donc ça, je vous parle d'autres applications parce que maintenant, on va se focaliser sur les applications qui nous concernent, qui concernent Nimbus et qui concernent l'enseignement des métiers manuels. Donc, je commence par, je vous donne des exemples concrets de ce qui se fait aujourd'hui. Bon, je vais partir sur un système qui est complexe. Le Wooded Table, c'est un produit qu'on a développé avec l'AFPA il y a quelques années, qui est une table pour former au métier de menuisier. Alors, je vous montre ça parce que vous allez voir, ça intègre de la réalité augmentée, c'est-à-dire que l'utilisateur n'a pas de casque occultant, voit à travers ses lunettes. Il y a aussi quelque chose d'important, une sensation, un retour d'effort, on appelle ça, ça s'appelle des technologies haptiques. C'est-à-dire que quand il va pousser la planche, il va ressentir la force de la lame, la force, le bois, la densité du bois, etc. C'est très important sur ces métiers-là, puisque là, on parle de la sécurité et on parle de ne pas perdre ses doigts, globalement. Donc, je vous montre une vidéo qui vous présente le produit, à quoi ça ressemble. Et après, je reviendrai sur le... Voilà, je ne sais pas si vous avez entendu la musique de la vidéo ou si je peux parler au-dessus. Non, on n'a pas entendu la musique, Très Laurent. bien, alors je le sais pour la prochaine fois, je parlerai au-dessus. Voilà. Voilà, Donc, vous avez vu une vidéo en silence. Bon, très bien, c'est une pause. Là, on est sur un système, si vous voulez, qui est technologiquement très avancé. Vous le voyez, ce n'est pas quelque chose qu'on peut transporter aussi n'importe où. C'est vraiment quelque chose qui s'installe dans un centre de formation. Le but, c'est de former avec une machine toute une classe, plusieurs classes même, simultanément, enfin l'une après l'autre. Et c'est le seul produit aujourd'hui sur le marché au monde qui permet de former au métier de menuisier. Ces systèmes-là, c'était ce genre de système
que pendant des années, puisque la société Membus existe depuis 10 ans. Moi, ça fait bientôt une vingtaine d'années que je développe des simulateurs pour les métiers manuels. Le premier, ça a été celui du soudage, pour le métier du soudage. Et on est toujours sur des systèmes dédiés à des métiers plutôt lourds, parce que ça requiert, vous le voyez, de capter la position des mains, la position de la tête, d'analyser même la position corporelle de l'opérateur pour pouvoir en tirer des informations. Donc, ça, et c'est des systèmes qui, globalement, représentent un investissement allant de 20 à 50 000, même parfois plus, euros. Donc, plus récemment, on a travaillé sur des systèmes plus génériques parce que la technologie nous l'a permis. Et donc là, je vous présente une salle de formation virtuelle. J'appelle ça une salle de formation virtuelle parce qu'en fait, ça crée une salle, une petite pièce virtuelle dans laquelle on va pouvoir travailler, mais travailler pas sur un seul métier, mais sur plusieurs métiers simultanément, puisque c'est complètement virtuel. On va pouvoir passer d'un métier à l'autre. Alors, ça s'appelle Virtual Indus dans notre cas, et ça se concentre sur les métiers de l'industrie, comme son nom l'indique. Donc, là, on est sur des solutions beaucoup plus légères. Je vous montre la vidéo et du coup, je sais que je peux parler au-dessus. Vous me dites si vous entendez le son. Mais normalement, ça devrait être la même chose que pour la première. Donc, Virtual Indus. C'est bon, tu peux parler par-dessus, Laurent, il n'y a pas le son là. Il n'y a pas le son. Voilà. Donc, je vais juste couper le son pour moi aussi. Donc là, on est sur un environnement casque immersif dans lequel l'opérateur va se déplacer comme s'il se déplaçait dans une pièce. Il va pouvoir se téléporter d'un endroit à l'autre, c'est-à-dire, même si la pièce est très grande, je vais quand même pouvoir avoir l'impression de me déplacer dans un grand atelier. Et je vais me retrouver, grâce à la réalité virtuelle, face à une machine existante, puisque c'est la Polyprod de RM, hein, de la linéaire Maflex. Et je vais agir comme je devrais agir. Là, on est dans le cadre d'un électricien, donc je vais commencer par répondre à une série de questionnaires et ensuite, je vais remplir ma fiche de travail et aller intervenir sur l'équipement à réparer. La différence par rapport au réel, c'est que tout ce qu'il est en train de faire, là où il regarde, là, il est en train de regarder les instructions, il prend des objets, il les positionne à certains endroits, tout ça est analysé. Et puisque c'est digital, je sais exactement le temps qu'il passe à le faire, pourquoi il le fait, où il le met, qu'est-ce qu'il fait correctement ou pas. En le comparant à l'attendu, je peux facilement évaluer, vous l'imaginez bien, je peux facilement évaluer sa bonne compréhension déjà et sa bonne réalisation de l'activité. Vous voyez en particulier un élément important, ce qu'il est en train de faire là, il regarde une grosse montre à son poignet. Bon, ça, c'est ce qu'on appelle l'assistant virtuel. C'est réellement l'assistant du formateur. En fait, c'est un complément hein, pour le formateur. Ça ne remplace pas le formateur puisque la montre va juste lui dire pas à pas ce qu'il a réalisé quand il ne le sait pas. Mais c'est un élément qui lui permet, en étant complètement immergé dans un monde virtuel, quand même de savoir ce qu'il doit faire, en particulier quand il est débutant. Et à ce niveau-là, on fait interagir une forme d'intelligence artificielle puisqu'il y a plusieurs niveaux de difficulté. Et lorsque l'élève va maîtriser, c'est-à-dire lorsqu'il n'aura plus besoin de regarder sa montre, parce qu'on comprendra qu'il maîtrise le sujet, on va lui donner moins d'informations sur la montre jusqu'à faire disparaître cette montre. Et à partir du moment où il n'a plus besoin de la montre, où il enchaîne toutes les opérations comme attendu, et qu'il réalise les gestes de bonne façon, de bonne manière, sans être informé ou guidé, on peut considérer qu'il a acquis la compétence. On va même jusqu'à dire que vous le savez, on sait que quelqu'un maîtrise la connaissance quand il est capable de la transmettre. Et donc, c'est intéressant parce qu'on peut aussi travailler en réalité virtuelle avec quelqu'un en dehors de la réalité virtuelle qui serait un binôme, en fait,
qui va jouer le rôle un peu de la montre et assister la personne qui travaille. Et donc, voilà, on s'assure que la personne connaît aussi parce qu'elle sait transmettre la connaissance. Vous voyez, le principe est donc vraiment de travailler sur les gestes réels de l'opérateur. Donc, dans la Virtual Indus, aujourd'hui, on a plusieurs métiers, hein, la conduite de ligne, l'opérateur de conduite de ligne. Je vous ai montré l'électricité, l'habilitation électrique, la maintenance qui sort actuellement, les fluides frigo-origènes aussi qui sortent actuellement, et puis viendront la climatisation, d'autres métiers. Tout ça dans un environnement, le principe c'est que vous avez un environnement virtuel, vous avez un seul équipement matériel qui est beaucoup moins cher pour le coût, puisque là on parle d'un budget à moins de 5 000 € pour s'équiper complètement en termes de matériel, je parle. Et ensuite, vous avez des modules logiciels, simplement, que vous pouvez télécharger, que vous pouvez activer à la demande en fonction du public. De la même manière, on a travaillé et on va bientôt, à la rentrée prochaine, sortir Virtual Construct, qui est la même chose que Virtual Indus, mais pour les métiers de la construction. Et donc là, on va retrouver, vous voyez, un environnement de chantier. Et sur cet environnement de chantier, vont se côtoyer différents métiers, du chef de chantier à la personne qui, voilà, la personne qui va monter les échafaudages, l'intervenant sur l'échafaudage, le maçon, le plaquiste, enfin, le couvreur, etc. Alors, je passe rapidement sur la réalité augmentée. Aujourd'hui, la réalité augmentée, c'est un peu le focus de toutes les gros acteurs du domaine. Vous le savez, Microsoft, Facebook, Amazon, beaucoup d'acteurs se focalisent sur la réalité augmentée. Les plus avancés aujourd'hui sur le marché, c'est Microsoft avec un casque qui s'appelle le HoloLens, qui permet effectivement comme vous le voyez sur la vidéo, sur la photo, de travailler sur un objet et d'avoir des informations, d'analyser, de réparer un objet avec un guidage et des informations dans le casque. Aujourd'hui, pour nous, cette technologie est trop jeune encore parce qu'on ne peut pas, avec le HoloLens, même avec le HoloLens, avoir une précision suffisante de votre geste et capter l'information de manière suffisamment précise pour analyser votre efficacité. Je vous rappelle, voilà, nous, ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir analyser la performance. Sur le HoloLens, on peut diffuser de l'information, on peut vous donner des manuels, des guides, etc. Mais c'est encore très limité en termes de captation du geste. Et d'ailleurs, je reviens sur ça juste 2 secondes. Sur la réalité virtuelle, c'est pareil. Vous connaissez on appelle ça des cardboards. C'est des petits casques dans lesquels vous mettez votre téléphone et vous fixez votre téléphone face à vos yeux et vous avez une réalité virtuelle en quelque sorte, puisque vous allez vous retrouver dans un monde virtuel représenté par les images que vous avez sur votre téléphone portable. En général, ça se limite à de la visite. Et là aussi, pour nous, ce n'est pas très intéressant comme technologie encore, parce que voilà, on ne peut pas analyser réellement, on peut voir où vous regardez, on peut voir où vous êtes allé, mais on ne peut pas savoir si vous avez réalisé une tâche de manière cohérente et avec le geste approprié. Donc, les exemples de réalité virtuelle, ou de monde immersif que je vous ai montré, on se dit que pour l'éducation, ça a 3 intérêts, outre former, en fin de chaîne, évidemment, ce qu'on veut, c'est enseigner et former le bon métier. Donc, peut-être, grâce à la réalité virtuelle, pouvoir enseigner plus facilement, mieux, plus rapidement, voilà. Mais ça couvre vraiment 3 domaines d'application. Tout d'abord, à mon sens, le premier rôle, c'est vraiment d'attirer vers les métiers en tension. Et même, on pourrait penser demain, identifier ces métiers en tension et se dire, voilà, par exemple, en France, je ne sais pas, ou en Occitanie, on a un besoin important de plaquistes. Et du coup, on va diffuser sur les médias réalité virtuelle, immersifs, des découvertes de métiers plaquistes. Pour que les jeunes de chez eux, dans les écoles, dans les CDI, etc., soient sensibles à ça et qu'on puisse voilà, venir en aide à ce domaine d'activité. Donc, c'est vraiment attirer. À mon sens, le premier rôle, c'est vraiment
de montrer que ces métiers-là sont intéressants, ont changé. Et deuxième étape, détecter les talents. Donc, quand je dis recruter, c'est voilà, détecter des gens qui sont potentiellement des talents exceptionnels parce qu'ils ont un don déjà ou ils sont très manuels. Et ça, il faut le faire très tôt, à mon sens. C'est un peu extrême ce que je dis, mais je suis persuadé que dès le collège, il faut identifier ces personnes-là et surtout, il faut les identifier avant le décrochage, avant l'échec scolaire. Parce qu'en fait, encore aujourd'hui, c'est globalement des gens, ce que je disais tout à l'heure, c'est des gens qui n'ont pas réussi le cycle académique classique, qui se retrouvent dans ces filières-là. Il faudrait qu'ils y aillent par passion et parce qu'ils ont été identifiés comme talents, pour qu'à terme, ils disent pas oui, je suis un excellent, je suis un dieu du soudage, mais bon, j'ai raté mon bac, globalement. Et ça, je pense que tout le monde s'en est rendu compte aujourd'hui. Les gros acteurs du marché nous accompagnent, Microsoft en particulier, et HP nous portent globalement, et ont reconnu que Membus était une solution pour l'éducation de demain. Et on va amener des solutions, très rapidement vers ces métiers-là grâce à ces acteurs. Alors, quelque chose d'essentiel, si vous voulez vraiment former, recruter, peut-être pas attirer, mais pour identifier les talents et pour les former, il vous faut être capable d'analyser ce qu'ils font dans la réalité virtuelle. Et ça, c'est un enjeu important aujourd'hui. Si je vous donne les outils que je vous ai donnés, mais que vous ne pouvez pas savoir la qualité de l'activité de vos élèves dans ces environnements-là, globalement, ça ne sert pas à grand-chose. Ça reste un jeu. Donc, c'est pour ça que nous, chez Membus, on a conçu la première plateforme ouverte qui permet de suivre ce qui se passe dans les environnements virtuels, dans l'AXR. Elle s'appelle Vulcan. Elle se connecte à tout ce que vous avez vu. Donc, aujourd'hui, on a plus de 20 métiers disponibles. Et elle peut même s'intégrer dans les LMS, les ENT. Alors, les LMS, vous devez connaître, c'est les Learning Management Systems. C'est les systèmes de suivi de la connaissance, de l'apprentissage de la connaissance, qui en général diffusent des ressources pédagogiques et qui captent la connaissance avec des QCM ou par le formateur le professeur qui rentre ses résultats. Et Vulcan se connecte à ces équipements-là, à ces systèmes-là, et fournit le suivi de ce qui se passe dans la pratique virtuelle, mais dans le savoir-faire, l'évolution du savoir-faire de l'élève. Et ça, c'est vraiment l'outil essentiel qui fait que vous êtes capable de relier les environnements virtuels à la pédagogie. C'est ça qui va vous permettre d'analyser la performance individuelle de chaque élève et qui va même permettre de créer des exercices sur mesure, de piloter en fait les environnements virtuels pour chaque élève. Ça, c'est essentiel. C'est l'assistant du formateur de demain. C'est exactement comme on a vu l'arrivée des ordinateurs ou de tous les médias. C'est un outil supplémentaire, mais sans une plateforme pédagogique qui pilote les environnements immersifs, les environnements immersifs à eux seuls ne suffisent pas. Donc, vous voyez globalement à quoi ça ressemble. Vulcan, c'est un outil qui vous affiche un tableau de bord, en fait, de l'évolution de vos élèves, élève par élève, groupe par groupe. Et ça permet de réagir très, très vite lorsqu'un élève est en décrochage, lorsqu'il ne comprend plus une consigne. Ça permet aussi de qualifier un groupe d'élèves. Vous pouvez prendre 200 élèves, les faire passer sur Vulcan et en tirer ceux qui sont vraiment passionnés par ce métier-là ou qui ont un talent pour ce métier-là. Donc, pour nous, c'est quelque chose d'essentiel. C'est ce qui fait vraiment qu'il y aura une intégration de ces outils dans le futur, dans l'éducation. Je finis ma présentation par le sujet du jour. Hein. Donc, ma vision, on va dire, de ce qui se passe actuellement et de la réalité virtuelle. Alors, je dirais, ce qui est dommage aujourd'hui, c'est que le Covid est arrivé avec un an d'avance pour nous. C'est ironique, mais je dirais dans un an, ou peut-être un petit peu plus, mais maintenant, vu la situation, c'est sûr que dans un an, on sera dans cette situation-là. On va avoir des équipements du domaine domestique, c'est-à-dire que vous pourrez, chez vous, si vous avez des enfants, ils auront pratiquement tous cette demande-là à Noël prochain, ou enfin Noël 2021, un casque immersif ou des lunettes immersives
Et donc, ces solutions-là ne seront pas chères, descendront à moins de 100 €. On pourra pousser du contenu à domicile. On pourra de la même manière facilement équiper des petites entreprises, des PME, pour qu'ils puissent faire travailler leur personnel là-dessus. L'intérêt de ça, ce n'est pas de transférer l'enseignement à la maison, hein, entendez-moi bien, c'est qu'on va pouvoir capter ce qui se passe et pousser du contenu comme on pousse des vidéos YouTube, comme vous le faites en fait aujourd'hui dans le cadre de l'enseignement à distance. Vous êtes obligé de pousser des cours, des exercices aux élèves. Les élèves réalisent l'exercice et vous analysez les résultats. Avec la réalité virtuelle, demain, vous allez pouvoir leur dire « travaille dans cette usine, sur cette opération-là » et analyser la performance de ce qu'ils font. Alors, ça ne remplace pas, encore une fois, je ne dis pas que la réalité virtuelle remplace le réel, bien sûr, mais ça va compléter grandement et préparer fortement l'élève à ce qu'il va devoir faire dans la réalité. Dans certains métiers, ça peut carrément aller jusqu'à apprendre une procédure, hein, quand c'est juste une procédure à apprendre. Dans d'autres métiers, c'est le préparer en termes de concentration, d'habilité gestuelle, de compétences, de connaissances, de capacités gestuelles à ce qu'il va devoir faire et du coup limiter le temps qu'il va devoir passer sur les phases qui peuvent coûter cher ou qui sont compliquées à mettre en œuvre. Voilà, j'en ai fini de ma présentation. Je vous remercie pour votre attention et voilà, je suis à disposition pour les échanges maintenant. Voilà, on a quelques petites questions qui sont apparues, Laurent. Oui. Et qu'on va partager avec l'ensemble des participants. Une première question tout à l'heure sur Virtual Construct, hein, qui est en train d'être réalisé. Est-il possible de valider la formation de travail en hauteur? Oui, alors dans Virtual Construct, comme je vous le disais, il y aura plusieurs métiers de la construction. Les deux premiers métiers, en fait, qui vont être à disposition à la rentrée, ce sera justement l'habilitation R408, donc le travail en hauteur, et la sécurité sur chantier, donc la mise en sécurité d'un chantier. Donc ce sera le cas. On sait que la priorité, c'est le travail en hauteur. Alors, quelque chose d'intéressant, je ne sais pas si vous avez pu tester tous la réalité virtuelle. J'espère que vous avez eu l'occasion de tester la réalité virtuelle. Mais par rapport à la réalité augmentée, je peux vous mettre en hauteur, je peux vous mettre à 50 mètres de haut. Et si vous êtes à 50 mètres de haut sur un échafaudage en réalité virtuelle, je peux vous garantir que vous allez avoir la sensation de vertige et vous allez avoir l'impression d'être sur cet échafaudage. Donc, c'est très intéressant pour nous aussi parce que ça permet d'évaluer les gens qui ne pourront jamais faire du travail en hauteur parce qu'ils ont voilà, un vrai vertige, une vraie peur de l'altitude. C'est vrai que pour l'avoir essayé, même 1 mètre, hein, dès qu'on a un petit décalage de 1 mètre, c'est vraiment du ressenti que l'on a avec la réalité virtuelle, hein, c'est sûr. Et effectivement, en plus, avec les nouvelles technologies, donc de casques qui permettent de se déplacer, on n'a plus les sensations. On va avoir au début de mal de mer avec les premiers casques qui sont apparus il y a à peu près 5 ans environ. Voilà. Une autre question. Alors, juste, enfin, je me permets d'insister là-dessus, parce que dans la question à laquelle on a répondu, il y a marqué validé. Hein, attention, pour moi, la réalité virtuelle n'enlève pas les exercices réels, hein, mais c'est pour moi un accélérateur d'acquisition de compétences. Hein. C'est-à-dire qu'on va pouvoir rejouer les scénarios, hein, les complexifier au fil du temps, hein, et ça n'enlève pas du tout le passage au réel. On me parle, donc une question en même temps, dans Vulcan, y a-t-il un système de validation des compétences, c'est-à-dire l'apprenant sait-il en temps réel s'il a réussi une étape, par exemple? Oui, alors ça c'est la question intéressante du feedback et du débriefing en fait. Quand on travaille, c'est intéressant la question parle de la validation en temps réel des compétences, de fournir à l'apprenant
des informations sur ce qu'il fait, de l'aider ou de le corriger pour éviter qu'il soit trop en erreur. Ça s'appelle des feedbacks pédagogiques. Et on est très concentré là-dessus. C'est vraiment ce qui fait la qualité d'une application en réalité virtuelle. C'est ce que vous devez regarder quand vous êtes expert de la pédagogie, lorsque vous expérimentez ça. Quelles informations sont fournies en temps réel à un débutant, à quelqu'un qui a une connaissance intermédiaire et à un expert. Logiquement, un expert, mis à part l'information pour lui apprendre à se servir de la réalité virtuelle, on n'est pas censé lui donner d'informations sur son métier. Le débutant, par contre, il va falloir l'aider. Ce n'est pas la peine de le mettre face au mur ou de lui faire réaliser une action qui est dangereuse, qui n'est pas adaptée. Donc, l'avantage de la réalité virtuelle, comme de la réalité augmentée, c'est qu'on va pouvoir mettre beaucoup de feedback en temps réel, autant qu'on veut. Par exemple, si je dois souder, je vais pouvoir voir apparaître la position exacte de ma torche comme une position fantôme et essayer d'aligner ma torche, ma vraie torche, avec la position fantôme. Donc, c'est ce qu'on fait, c'est ce genre de choses qu'on fait. On travaille beaucoup avec des pédagogues, avec des gens des sciences de l'éduc, des cogniticiens, etc., des psychologues, pour essayer de déterminer quels sont les guides visuels qui parlent le plus à l'élève. Est-ce que c'est visuel? Est-ce que c'est sonore d'ailleurs? Voilà, pour permettre de le guider. Et ça c'est vraiment quelque chose qui change et qui accélère la formation, qui peut avoir un impact considérable. Et d'ailleurs, si c'est mal fait, qui peut avoir un impact négatif aussi considérable. Donc, c'est ça qui fait que l'élève va apprendre plus vite, qui va comprendre ce qu'il est en train de faire, etc. Donc, ça, c'est les feedbacks. Et après, il y a le débriefing qui est important. Donc, vous connaissez ça en pédagogie, hein, c'est-à-dire on fournit à l'élève une manière, il voit ses résultats, une manière de s'auto-évaluer. Et parce qu'il a vu les résultats, il comprend l'erreur qu'il a commise à froid et il va refaire l'exercice, mais pas juste refaire un essai-erreur jusqu'à ce qu'il comprenne. Il va le refaire parce qu'il a compris, grâce à l'analyse de ce débriefing, comment il pouvait corriger son activité. Et là aussi, on accélère l'apprentissage. Donc, c'est vraiment le feedback et le débriefing. C'est deux outils qui sont essentiels en réalité virtuelle et qui peuvent, quand c'est bien utilisé, faire gagner énormément. Je vous donne juste un chiffre sur la peinture au pistolet. Bien utilisée avec une pédagogie innovante, on a divisé par 10 le temps d'acquisition de la compétence du peintre peinture automobile. Voilà. C'est des éléments très importants. C'est une très bonne question. C'est vrai. Et pour témoigner, hein, pour avoir fait quelques démos, vous mettez un élève, par exemple, sur de la peinture, la machine, à la fin, lui donne son score, hein, comme un petit peu ce que nous présentait Laurent dans le jeu vidéo. De lui-même, il va recommencer en disant où est-ce que je me suis trompé, et j'y retourne, et le score de la machine, je veux vraiment l'améliorer. Donc, c'est vraiment du retour d'expérience vécu. On me pose une autre question, Laurent, qui est la suivante. Quel matériel informatique doit-on avoir à notre disposition pour utiliser confortablement la réalité virtuelle? Bon, ça va dépendre du contenu, ça va dépendre du logiciel que vous utilisez. Je vous ai parlé de simulateurs lourds dédiés à des métiers. Donc, par exemple, même le simulateur de peinture, c'est un simulateur dédié avec un pistolet à peinture, etc. Donc, dans certains cas, il vous faut un matériel spécifique. Sur Virtual Indus, Virtual Construct, ce que je vous ai montré à la fin, c'est du matériel qu'on trouve dans le commerce. Donc, il faut un ordinateur capable d'afficher de la réalité virtuelle, un ordinateur avec une carte graphique suffisamment puissante, un portable ou un ordinateur fixe. Mais globalement, c'est les ordinateurs de gamers, hein, de ceux qui jouent aux jeux vidéo, c'est les mêmes. Et il vous faut un casque, mais comme je le disais, il faut un casque, aujourd'hui de préférence, un casque connecté à l'ordinateur, parce qu'il existe des casques autonomes, et vous en avez peut-être entendu parler, où on n'a plus besoin du tout d'ordinateur, seul le casque suffit, mais en termes de performance, on est encore trop limité, et donc on ne peut pas faire vivre une expérience complète à l'apprenant. Et il faut un casque avec des manettes, parce que les manettes vont devenir vos mains, et que c'est ces mains-là qu'on va capter, la position de votre tête et de vos mains va nous permettre d'analyser vos comportements. Donc globalement, voilà, c'est
un PC 3D, un casque qui est, alors je donne juste 2-3 marques, ça peut être un HTC Vive, ça peut être un Oculus, ça peut être tous les casques de réalité mixte produits par Microsoft et vendus par HP, Samsung, voilà, donc il y a toute une série, ERM pourra vous fournir des références, mais voilà, il y a toute une série de matériel sur lequel ces produits fonctionnent. C'est vrai que n'hésitez pas, sur votre écran, là, vous avez les coordonnées là, des interlocuteurs que j'ai présentés tout à l'heure. Hein, n'hésitez pas à vous rapprocher d'eux. Hein, et d'ailleurs, ça répond également à quelques questions. Voilà, on pose par exemple la question, est-ce que l'habilitation électrique est déjà fonctionnelle et commercialisée et quel scénario? Oui, alors aujourd'hui, l'habilitation électrique, elle est complètement fonctionnelle et commercialisée. On a quatre scénarios. Alors pourquoi j'hésite? Je vous explique pourquoi j'hésite. On a un B et un V, hein, donc on a du niveau B et un V dessus. On a du BR, on a du B2, BC et également du BS dans deux situations distinctes. Voilà. Une situation tertiaire et une situation plus industrielle. Voilà. Bon, ça, donc en fait, quatre grands scénarios, sachant que dans le BS, hein, donc deux typologies d'activités, hein, pour remettre dans le contexte l'apprenant, hein, soit en milieu industriel, soit dans le dans le tertiaire. On nous pose d'ailleurs une question, est-ce qu'il est possible de modifier, d'intervenir dans le déroulement d'un scénario? Alors là, je te laisse répondre, c'est au travers de Vulcan. De Vulcan, oui, tout à fait. Donc, dans une certaine limite, en fait, ça, si vous voulez, je vais parler de Vulcan comme une plateforme ouverte. En fait, Vulcan, c'est pas lié au simulateur de Nimbus. Bon, évidemment, c'est compatible avec nos simulateurs, hein, puisque c'est nous qui l'avons conçu à la base, Vulcan, mais c'est compatible avec aussi n'importe quel autre simulateur qui voudrait se connecter à Vulcan. Et en fait, ce que fait le simulateur, il s'enregistre auprès du Vulcan et il dit je suis un simulateur pour apprendre la maçonnerie, l'électricité, dans notre cas, par exemple. Les paramètres que je permets au formateur de modifier sont je ne sais pas, la précision du geste, le scénario, voilà, tel qu'il est, des choses comme ça. Donc ça, ces paramètres-là vont venir peupler l'exercice d'un Vulcan et le formateur va pouvoir modifier ces paramètres d'un Vulcan, créer ses propres exercices et même séquencer les exercices pour créer son propre parcours d'apprentissage en disant qu'il passe étape par étape avec des exercices de plus en plus compliqués, etc. Et ensuite, il pousse ces infos-là, il l'associe à un élève, et Vulcan va le pousser au simulateur. Donc, à partir de ce moment-là, vous pouvez créer autant d'exercices que vous voulez. La limite, c'est juste, voilà, quels sont les paramètres que le simulateur vous laisse modifier. Il peut y avoir des simulateurs qui vous laissent rien modifier. Vous avez très peu de flexibilité. Et nous, on essaie de vous proposer des simulateurs avec un maximum de paramètres modifiables. Vous n'allez pas pouvoir refaire l'environnement sur le plafond et remplacer la polyprod par la machine que vous voulez, mais vous allez pouvoir paramétrer les paramètres d'apprentissage. Voilà, tout à fait. On peut très bien commencer en disant, voilà, je ne prends pas du tout en compte le temps d'exécution sur le scénario, hein, et au fil du temps, venir, pourquoi pas, le rajouter, venir le borner, hein, en disant, voilà, ce scénario, il faut qu'il soit fait en 10 minutes maximum, alors qu'au début, l'apprentissage, hein, cette notion n'intervient pas. Une autre question qui me fait un petit peu sourire, Laurent, on en parlait hier soir. Est-ce qu'on peut trouver des vidéos concernant les applications de froid et climatisation? Oui, voilà, je savais que ça allait te faire sourire également, Laurent. Non, mais oui. Alors, en fait, ce que je vous ai dit, c'était que la formation fluide frigorigène vient juste d'être réalisée. Donc, elle va sortir ce mois-ci. Nous, en fait, chez Membus, voilà, on package tout le package marketing va avec le produit. Donc, on va avoir les vidéos, les plaquettes, les présentations et les images. Je vous ai mis juste des photos là dans la présentation.
Vous pourrez le voir, vous pourrez partager la présentation, mais les vidéos vont arriver en même temps. Vous avez de toute façon toutes les vidéos qu'on produit. Si vous allez sur YouTube, sur la chaîne Membus, vous allez les retrouver et RM les partage également. Voilà, tout à fait, tout à fait. Je vous donne, voilà, dans le chat, hein, je vous donne le lien de la chaîne YouTube de RM Automatisme. Si tu veux donner ton lien, ton lien YouTube. Hein, ce qu'il faut savoir, enfin, je continue un petit peu les questions après quand même. Voilà, donc on est vraiment avec Membus partenaire. Hein. Moi, j'ai eu le plaisir de connaître Laurent il y a, voilà, c'est pas loin d'une dizaine d'années, hein, pas loin d'une dizaine d'années. Et j'ai tout de suite cru vraiment à la possibilité de faire quelque chose. Donc, en fait, on co-développe, hein, donc Virtual Indus hein, est une application, Virtual Construct, et ce sont des applications co-développées avec Membus et RM Automatisme hein, à destination ben, justement de ces grandes filières professionnelles hein, de la maintenance de l'électricité, de tout ce qui est énergétique. Voilà. Alors, il y a une question. Voilà, pour l'habitation électrique, s'il fait une erreur, il meurt et il retourne au début comme un jeu vidéo. C'est un peu ça. Non, non, c'est une bonne question. Hein. C'est une bonne question parce que ça pose la question, encore une fois, du feedback. C'est est-ce que c'est une question pédagogique. Est-ce que s'il fait une erreur critique, est-ce qu'on arrête tout ou est-ce qu'on lui dit tu as fait une erreur critique et on le laisse continuer globalement, la philosophie, c'est plutôt de dire, voilà, si c'est vraiment une erreur critique, donc mort ou blessure grave, on va l'arrêter. On va noter qu'il a fait quelque chose de très grave et on va lui demander de recommencer pour se remettre en sécurité. Donc, oui, la question, c'est, la réponse, c'est oui, si jamais il s'électrocute sur Virtual Indus, on l'arrête, on lui par exemple, sur table, on n'a pas montré le sang quand il se coupe des doigts, mais voilà, on aurait pu si on avait voulu. Mais voilà, le principe, c'est vraiment qu'ils ressentent le risque et on différencie les erreurs, la gravité des erreurs. C'est pour ça que je parle d'erreurs critiques. Les erreurs critiques, c'est des erreurs qui arrêtent la simulation, donc avec des dangers trop graves. Voilà, donc on l'a bien, par exemple, sur Bullet Table, donc sur l'habitation, on a bien stop, ça y est, c'est fini. Hein, voilà. Une autre question sur un équipement VR, enfin un même équipement VR, peut-il être mutualisé sur plusieurs formations, par exemple électricien, peinture. Alors, les deux exemples, électricien, peinture, non. Alors, sur la peinture, aujourd'hui, c'est un simulateur spécifique. Alors, pourquoi il y a quelques simulateurs spécifiques? Bien souvent, justement, dans l'étude avec les pédagogues, avec vous, enseignants, hein, avec tout l'encadrement, l'idée, c'est que quand on met quelqu'un en immersion, il faut lui redonner un petit peu d'essence. Donc, je parle sous le contrôle, bien sûr, de Laurent. Donc, par exemple, sur Bullet Table, on a les vibrations, on ressent les vibrations, on ressent les nœuds, les choses comme ça. Et par exemple, sur la peinture, on nous a dit, voilà, il faut leur mettre un vrai pistolet dans les mains. Voilà. Donc, le fait d'avoir mis un vrai pistolet fait que le simulateur n'est pas exactement le même. Par contre, sur ce qui est électricité, sur ce qui est manipulation des flux de frigo, sur ce qui est maintenance, pilotage de ligne de production, c'est exactement le même équipement. Le même équipement. Et effectivement, à ce moment-là, on peut le mutualiser derrière. Hein, ce sont des modules logiciels qui sont différents. Voilà. D'ailleurs, voilà. Alors on me dit, y a-t-il des sons pendant les exercices de Hervé, sont des machines par exemple? Je peux me permettre d'y répondre aussi, Laurent. Hein, Oui, vas-y. voilà. Donc oui, il y a des sons. C'est-à-dire que par exemple sur la polyprod, où on fait par exemple du pilotage de ligne de production, nous avons enregistré les sons de la véritable machine. Hein, et ces sons sont rejoués pendant le scénario. Voilà. Donc ça, pareil, ça vous avait semblé assez indispensable. Si jamais, par exemple, dans la polyprod, vous ouvrez la porte d'accès qui est protégée par un arrêt d'urgence, de la même manière, eh bien, vous allez entendre l'arrêt de la machine, la mise à l'échappement du pneumatique. Hein, donc, vous avez vraiment ces sons. Oui.
Non, non, le son, c'est important parce que c'est justement un feedback. Comme l'audio, en fait, c'est un feedback qui peut… vous savez qu'on est 6 fois plus concentré dans le casque que dans la réalité, donc on peut comment dire, jouer sur la concentration de l'opérateur. C'est-à-dire qu'on peut vous concentrer beaucoup plus parce que vous êtes dans le casque, on s'assure que vous êtes concentré, et on peut vous déconcentrer de manière contrôlée. C'est-à-dire qu'on peut se servir non seulement des sons qui vous permettent de vous repérer dans ce que vous êtes en train de faire, mais on peut aussi créer des sons parasites qui vont vous perturber et analyser comment vous répondez à ces messages sonores. Une autre question, est-ce que Vulkan est-il fourni sur chaque simulateur? C'est une option? Comment ça fonctionne? Oui, alors Vulkan, quand les simulateurs sont compatibles, bon, les nôtres sont tous compatibles avec Vulkan, bien sûr, mais quand le simulateur est compatible avec Vulkan, Vulkan est gratuit. Vous pouvez vous connecter tous aujourd'hui. Je vais vous donner le lien d'ailleurs de la plateforme Vulkan dans le chat. Vous pouvez vous connecter à la plateforme Vulkan, créer votre compte, créer votre centre de formation, votre école. Bon, le problème, c'est que si vous n'avez pas d'équipement immersif, réalité virtuelle compatible avec Vulkan, il n'y aura aucun résultat qui va remonter dans Vulkan. Mais tout ça, c'est gratuit. Systématiquement, lorsque vous avez un simulateur, il va être associé à votre compte Vulkan et vous allez voir remonter les scores dans Vulkan. Ensuite, il va falloir payer un abonnement sur Vulkan à partir du moment où vous voulez créer vos propres parcours d'apprentissage, créer vos propres exercices. Enfin voilà, la version gratuite permet en quelque sorte pour vous d'évaluer l'usage générique du suivi pédagogique. Et ensuite, vous passez à une version par abonnement pour un déploiement plus large et une intégration pédagogique. Voilà. Ensuite, alors j'essaie de les regrouper. Hein, vous avez posé pas mal de questions. Tiens, c'est toujours sur Vulkan. Donc, pour l'inscription d'une classe, au niveau de la RGPD, tu es comment, Laurent? Ah, ça c'est intéressant. Alors, ça s'appelle le GAR, la réponse. Je ne sais pas si vous connaissez tous le GAR. C'est la norme de l'éducation nationale qui permet de sécuriser justement l'identité des élèves. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, si vous équipez juste avec des simulateurs, vous n'avez pas de l'environnement numérique, vous avez sur un ENT, un LMS, quelque chose comme ça, mais bon, si vous n'aviez rien du tout, c'est Vulkan qui stocke les infos de vos élèves localement. Et là, vous êtes sur le RGPD de Vulkan. Nous, notre philosophie, c'est un peu comme LinkedIn ou comme les réseaux sociaux, le profil élève, le profil formateur d'ailleurs, mais surtout le profil élève appartient à l'élève. Donc, c'est l'élève qu'on invite à s'inscrire. C'est l'élève qui ensuite a l'accès à ces données et qui peut même décider voilà, de les conserver après l'école, une fois qu'il aura quitté l'école, etc. Donc, c'est vraiment ces données à lui. Donc, le RGPD, c'est sécurisé. Évidemment, les données sont privées, protégées, voilà. Mais si vous êtes dans un environnement numérique existant, là, on s'assure d'être compatible avec la norme GAR, donc qui est la norme de gestion des données individualisées numériques. Donc, on prend l'identifiant qui nous vient de vos systèmes et on ne connaît plus l'identité de la personne. En fait, on sait que c'est un identifiant. On travaille avec cet identifiant, on remonte les infos de progression à votre ENT, à votre LMS, via cet identifiant. Et du coup, on suit les préconisations de l'éducation nationale en termes de RGPD. Une autre question, alors, qui me paraît intéressante, voilà. Hein, peut-on s'entraîner à des interventions de maintenance sur machine, par exemple? Alors, je n'ai pas fini la question. Celui-là, pour l'instant, elle se réunit. Peut-on importer nos fichiers CAO 3D à partir de SolidWorks, Katia, par exemple, de la machine créée par les étudiants en les intégrant dans le simulateur? Alors, non, ce n'est pas possible aujourd'hui. Il y a des outils qui permettent de le faire. Hein. Par exemple, il y a des outils de simulation fournis par ORM qui permettent de simuler le fonctionnement de machines à commande numérique, etc. Mais nous, notre approche, elle est sur les interactions avec la machine. Et du coup, on peut pas, c'est vraiment très spécifique. Il faudrait reconcevoir la manière de manipuler vraiment physiquement
les machines. Donc ça se fait, je veux dire, les industriels, tous les jours, viennent nous voir pour intégrer leurs environnements avec leurs équipements, etc. Mais pour l'éducation nationale, on travaille plutôt sur les machines le plus génériques possible, comme la Polyprod, voilà, comme la chaîne Amaflex, pour avoir un environnement générique et formé de manière suffisamment générique pour que la personne soit capable ensuite de s'adapter sur d'autres équipements. Voilà. Par rapport à juste un petit bémol sur le BIM. Donc c'est un peu différent, mais sur la partie construction, vous connaissez le BIM, la maquette numérique de chantier. Là, on a des solutions où on peut importer ces bâtiments pour visiter, travailler un peu dessus, mais ce sera aussi limité, on ne pourra pas aller jusqu'à Virtual Construct en termes d'interaction. Voilà, si je peux me permettre, c'est vrai qu'il y a quand même une différence. Il existe effectivement, et on en propose sur le site internet, Universal Indus Pro par exemple, vient à l'esprit, et puis vous en avez d'autres, logiciels qui aujourd'hui vous permettent de passer d'un modèle 3D SolidWorks et de le voir, on va dire, en immersif. Derrière, il n'y a pas de construction de scénario pédagogique. Il n'y a pas de construction de séquences d'apprentissage, des choses comme ça. C'est la différence avec Virtual Indus, où en fait, derrière, la grande programmation qui est faite, c'est justement de pouvoir tracer l'étudiant, de savoir ce qu'il fait, et de pouvoir voir son acquisition de compétences, de pouvoir faire de la remédiation avec lui au cas. Voilà. Donc, c'est vraiment quand même deux types de logiciels. Il faut vraiment avoir en tête cette différence parce que voilà, ce n'est pas que de l'implantation d'un modèle 3D. Derrière, il y a la séquence. Sur l'habilitation électrique, par exemple, il vous est impossible de pouvoir mettre les gants si derrière, vous ne les avez pas testés au préalable avec voir s'ils n'ont pas de trous. D'accord Ça, avec un outil 3D, vous pouvez très bien reconstruire la pompe pour gonfler le gant, et derrière, vous pouvez le mettre à votre main, pourquoi pas, sans avoir programmé l'étape de vérification, de savoir s'il n'y a pas de fuite. Voilà. Donc, pour vous donner un petit peu cette frontière entre ces deux types de logiciels qu'il faut quand même bien avoir en tête. Voilà. Alors, une question, enfin deux questions qui se ressemblent. Alors là, ce serait peut-être Hugo, Lionel et Laurence qui pourraient y répondre, qui sont présents avec nous. Qu'est-ce qu'en pensent les inspecteurs par rapport à ces outils? Alors, nous avons également un inspecteur, un IG honoraire qui nous a fait le plaisir d'être parmi nous, pendant cette présentation, et qui est toujours présent d'ailleurs, qui m'avait dit si jamais ça ne m'intéresse pas, je partirai en cours, donc ça veut dire que ça m'intéresse encore un peu. Aujourd'hui, ils en sont, enfin, je parle sous le couvert de Laurence, Hugo, Lionel, et de Laurent, qui est parmi les spectateurs, Laurent. Ils y sont très, très, très favorables et ils pensent que c'est vraiment l'avenir. Après, derrière, c'est vrai qu'il y a ces scénarios pédagogiques qu'il ne faut pas oublier. On est avec vous, on est pour enseigner, donc pour faire acquérir des compétences à des élèves. On n'est pas là pour les amuser dans un jeu vidéo. Et donc, du moment que ça répond un petit peu à ces séquences pédagogiques, etc., ils sont très, très, très favorables. Voilà. Donc, bon, après, bien sûr, on dit, c'est super, alors maintenant, il n'y a plus qu'à convaincre la hiérarchie. Faites remonter le besoin aussi. Dites, voilà, il nous semble que c'est super important. Aujourd'hui, on parle de plus en plus, on va dire, de laisser l'élève apprendre au moment où il a envie d'apprendre, donc d'avoir de l'individualisation de formation, des parcours de formation individualisés. Cette technique permet également de pouvoir le faire, c'est-à-dire que vous n'allez pas faire une rotation en disant la toile casque, la toile casque, la toile casque, mais ça peut être, disons, voilà,
S'ils ont abordé toutes les connaissances théoriques, parce que ça n'enlève pas quand même les connaissances théoriques par rapport à du vocabulaire, par rapport à des noms d'outils qu'ils utilisent, etc. Mais si on veut passer derrière à de la pratique, et la pratique, on peut commencer par la virtuelle, l'élève peut jouer, rejouer, voilà. Alors, on va être limité après par le nombre peut-être de casques, de casques, mais comme disait Laurent, les casques commencent à se démocratiser, les ordinateurs sont de plus en plus puissants, et donc on a de moins en moins de mal quand même à faire tourner de la réalité virtuelle sur des PC. Une autre question, peut-on ajouter de nouveaux scénarios, des systèmes différents de ceux proposés en ELEC? Alors oui, ça rejoint un peu la question, on peut rajouter des scénarios. Ce qu'il faut savoir sur Virtual Indus, que ce soit des scénarios de maintenance industrielle, de pilotage de lignes de production, d'habilitation électrique, de manipulation de flux de frigo. En fin de compte, vous pouvez rajouter les modules. Ensuite, s'il y en a d'autres, voilà. S'il y a d'autres choses qui viennent d'autres sociétés, par exemple, à mon avis, le hard tiendra toujours. Après, sur l'interopérabilité des données de remontée dans Vulkan, s'il n'y a pas d'accord entre, on va dire, Mambus et la société qui fait ces simulateurs, ça va être plus compliqué. Alors, je ne sais pas, là je vais trop donner la parole, Laurent. Je ne sais pas, au niveau interopérabilité des données, Vulkan, l'ouverture, pas l'ouverture. Tu veux dire pour les machines-outils? Par exemple, un autre constructeur qui fait par exemple de la réalité virtuelle et qui voudrait s'interconnecter à Vulkan. Oui, donc ça c'est vraiment fait pour. C'est vraiment, si vous avez dans vos établissements aujourd'hui, si vous avez des expériences de réalité virtuelle, en général, vous pouvez avoir un retour de l'évaluation des activités, mais c'est très localisé, c'est dédié au simulateur. Donc, si vous voulez l'intégrer dans votre NT, si vous voulez l'intégrer voilà, dans un environnement généralisé, il faut passer par la plateforme du camp. Et nous, la plateforme est totalement ouverte, ce qui permet à celui qui a conçu le simulateur et gratuitement, je veux dire, d'aller chercher un outil, enfin un SDK, quoi, un outil qui lui permet de communiquer avec Vulkan. Il va s'interfacer avec Vulkan de manière assez naturelle. Et voilà, mais on n'a pas du tout. C'est vraiment deux branches différentes, quoi. On conçoit des simulateurs virtuels chez Mambus parce qu'on a cette compétence-là, et c'est plutôt à tendance pédagogique que ces simulateurs, mais on n'est pas. Vulkan est une branche différente qui est ouverte à tout le monde. C'est une plateforme ouverte, pas seulement aux simulateurs Mambus. Aujourd'hui, on a fait la moitié des simulateurs sur Vulkan qui ne sont pas fabriqués des simulateurs compatibles Vulkan qui ne sont pas fabriqués par Mambus. Alors après, on me parle, est-ce qu'il serait possible aujourd'hui de mutualiser avec un groupe d'établissements la partie matérielle, pour l'instant, on n'en a pas eu. Enfin, je ne sais pas, je te laisse répondre. Bon, ça c'est plutôt des décisions d'organisation d'établissement. Ces systèmes-là, le système virtuel Indus, ça tient dans une mallette, quoi. Donc effectivement, ça peut passer d'école en école. Bon, après, c'est sûr que du coup, c'est plus difficile à intégrer dans la pédagogie parce que si vous l'avez pas, j'imagine, de manière régulière, c'est à vous, c'est vous qui savez un petit peu comment vous allez l'utiliser, mais oui, en tout cas, techniquement, c'est transportable et c'est réinstallable ailleurs, il n'y a aucun problème. C'est faisable. En moyenne, quelle est la durée d'un scénario? Combien de temps un élève peut-il travailler avec un casque de réalité virtuelle? Alors ça, c'est aussi une bonne question. C'est un peu de la physiologie là derrière. Nous, les scénarios peuvent durer les plus courts, c'est 5-10 minutes. Il y a des scénarios qui durent 1 heure, 1 heure et demie. On peut passer longtemps dans le casque aujourd'hui, à condition que le casque soit de bonne qualité, le matériel soit de bonne qualité, et que l'application ait été conçue de manière à vous éviter toute fatigue. Je ne vais pas rentrer dans les détails là, parce que ça serait le sujet de notre présentation, mais il y a plein de phénomènes physiologiques qu'on connaît qui vous rendent malade dans un casque.
Donc, on va éviter de les faire vivre, ces phénomènes. Et nos utilisateurs aujourd'hui, bon, peut-être pas la première fois, parce que la première fois, il faut vous habituer au casque, vous habituer à cette sensation-là. La première fois, vous allez y passer 5-10 minutes, un quart d'heure. Et après, très rapidement, vous pouvez sans problème passer 1 heure sur un scénario de maintenance un peu complexe, ou faire des réglages, etc., sans que vous soyez fatigué. Ok. Ensuite, ben voilà, par exemple, on me demande quel est le prix à peu près pour équiper un Wooded Table. Laurent nous l'a dit tout à l'heure, ça varie entre 20 000 et 50 000 euros. En fait, Wooded Table, ça peut être le regroupement jusqu'à 4 machines différentes. Donc, en fait, sur le même matériel, hein, vous pouvez mettre une scie à ruban, une dégaucheuse, et Laurent va donner les deux autres dernières. Scie à format, scie à ruban, dégauchisseuse et tout. Et tout pied, voilà. Donc, voilà. Un gros avantage, hein, par exemple, sur Wooded Table et sur les inspecteurs, parce que tout à l'heure, on avait la question des inspecteurs, qu'est-ce qu'ils en pensent. Aujourd'hui, par exemple, sur les jeunes qui arrivent sur du CAP de menuisier, ils sont confrontés à un très, très gros problème de sécurité. Bien souvent, ils sortent de troisième, et derrière, en fait, ils ont moins de 16 ans. Et donc, moins de 16 ans, interdiction de travailler sur les machines dangereuses. Ça veut dire que si le jeune il sort à 14 ou à 15 ans, hein, pendant 1 an, il va regarder les machines, mais il n'aura pas le droit d'y toucher. Personne ne prendra la responsabilité de lui faire toucher les machines. Donc ça, les inspecteurs nous ont fait remonter l'information en disant, et c'est génial parce que dès le début, on peut mettre des jeunes à commencer à travailler le positionnement, la gestuelle qu'ils auront à mettre en œuvre sur les machines dans leur cursus de formation. Voilà, donc j'espère que je réponds en même temps à des questions, hein, en revenant un petit peu sur d'autres. Une question sur la manipulation des fluides frigo. Est-il possible de positionner le candidat par rapport au cahier des charges, aptitude à la manipulation des fluides frigo? C'est très technique comme question, ça, je ne connais pas assez bien pour répondre en fait. Ouais, alors, en fait, je vais essayer. En fait, sur les fluides frigorigènes, on a la manipulation des fluides frigo avec 3 séquences. La récupération du fluide frigorigène, la mise sous pression d'azote et tirage vide, et la charge en fluide frigorigène, et contrôle d'étanchéité, sachant que pendant ces scénarios, donc on a le matériel virtualisé, mais qui ressemble complètement au matériel réel, et également la possibilité de pouvoir, on va dire, faire des exercices avec, on va dire, une progression pédagogique en évaluant ou pas, enfin, en mettant tel indicateur et derrière permettant qu'il puisse être évalué. Voilà. J'espère que j'ai répondu à la question. Alors, on dit, hein, il y a les textes et la réalité. En électrotechnique, nous ne devrions pas travailler sous tension, et pourtant. Ouais. Donc, c'est vrai, il y a. Non, je ne sais pas. Je sais pas. Enfin, ce qu'il faut savoir, nous, c'est vraiment ces simulateurs, ce sont des accélérateurs, je me répète, hein, ce sont des accélérateurs d'acquisition de compétences. Je ne citerai pas les personnes, mais je sais que chez nous, à l'intérieur de RM, il y a des personnes, à force de faire des démonstrations, qui aujourd'hui se retrouveraient, donc qui ont vraiment appris qu'en réalité virtuelle, qui aujourd'hui se retrouveraient dans le réel, hein, et pourraient, et c'est quasiment habilitable, hein, ils n'auraient plus qu'à retranscrire ça.
Dans les petites questions qui nous restent, hop là, je balaye un petit peu. Un ordre de prix pour l'habilitation électrique. Alors, comme disait Laurent tout à l'heure, hein, sur la partie matérielle virtuelle Indus, on a la partie matérielle, hein, qui est de l'ordre, là pareil, je parle sous couvert de nos commerciaux qui sont avec nous, mais qui tournent environ entre de mémoire 4 000 € à peu près, et les scénarios varient en fonction du scénario, donc il y a de 3 000, 4 000 €. Donc ça, c'est à voir. Rapprochez-vous de Hugo, Laurence ou Lionel, ou moi-même, hein, vous avez eu mon email dans la confirmation des invitations, je n'hésiterai pas à leur retransmettre. Alors, hop là. Donc, quel est le prix pour Table? J'ai répondu en direct. Existe-t-il des simulateurs pour la prise de mesure des élèves topographes? Ouais, c'est intéressant comme activité. On n'a pas encore de simulateur dans ce domaine-là. Je ne crois pas qu'il en existe sur le marché. Je n'en ai pas vu encore. Mais ce sera un sujet intéressant pour Virtual Construct, d'ailleurs. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les autres simulateurs, oui, on dit c'est dommage, effectivement. Juste quand même, dans les autres simulateurs qui existent, tu peux voir donc, soit au travers du site Membus, soit au travers de notre site. Alors, des fois, notre site est un peu plus en retard que celui de Membus. C'est quelques jours de décalage. Le Nimbus est vraiment focalisé sur du geste aussi manuel. Une chose très importante, j'insiste dessus, dans Virtual Indus habilitation électrique ou manipulation fluide frigo, ce n'est pas un simulateur de clic. C'est-à-dire, je ne sais pas un simulateur où je visualise, je clique, et voilà, c'est pas. Voilà, je fais quand même du geste professionnel. Pour mettre sous tension une machine, on retrouve un interrupteur sectionneur. Il faut faire le quart de rotation. Donc, il faut que la main effectue un quart de rotation pour pouvoir être actionné. Donc, c'est quelque chose qu'on a voulu faire, d'avoir des gestes quand même au plus précis, au mieux de la réalité. Donc, en cherchant un compromis, toujours avec Laurent, en disant est-ce que le geste, voilà, on pousse au maximum, pas au maximum, mais voilà. Donc, c'était une autre précision. Quelle place faut-il pour Virtual Indus? Et doit-on avoir un cave? Alors, un cave, c'est effectivement, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est différentes immersions. Vous êtes dans une petite boîte, une boîte dans laquelle vous pouvez rentrer, donc une boîte assez grande, avec 2-3 murs sur lesquels sont projetées l'image en 3D. Et donc là, c'est un système un peu plus lourd, c'est une pièce qu'on équipe, dans laquelle on va s'immerger complètement. Donc ça coûte plus cher forcément, un peu plus cher. Oui, pas mal plus cher, c'est 10 fois plus cher qu'un casque quand même. Mais l'intérêt, c'est que vous n'avez pas de casque à mettre, vous avez éventuellement des lunettes 3D, et vous pouvez être à plusieurs dans la pièce. Donc, non, nous, on est sur des simulateurs prévus pour être légers, justement, faciles à transporter, faciles à installer, etc. Donc, Virtual c'est plutôt ciblé vers ces systèmes-là. Du coup, la place, ça dépend de la place que vous avez. On peut très bien travailler à un bureau. Donc, dans ce cas-là, vous n'avez pas la taille d'une pièce. Vous allez vous passer votre temps à vous téléporter d'endroit en endroit. Ou alors, vous pouvez, si vous avez la place, prévoir la même place que la pièce dessinée dans Virtual Indus, par exemple. Et là, vous allez vous promener. La limite, ça va être juste la limite de vos connectiques, en fait, de vos câbles. Mais vous pouvez représenter un environnement très vaste, quoi. Donc, mais globalement, ce qu'on conseille, c'est 5-6 mètres carrés pour que la personne puisse quand même bouger à l'intérieur de l'espace. Voilà. Ensuite, une autre question, enfin, ce n'est pas une question, c'est effectivement Virtual Indus, c'est très bien pour les formations d'habilitation extérieure, à l'extérieur du centre de formation.
Hein. C'est vrai que le jour où sera vraiment démocratisé les casques, hein, et il faut dire que cette évolution vers la formation professionnelle, tout à l'heure, Laurent, dans sa présentation, nous montrait hein, des métiers, le pilote d'avion, on parlait euh, de la NASA, du chirurgien, etc. Tout ça, c'était des simulateurs qui existaient à plusieurs millions d'euros. Aujourd'hui, la technologie des casques et les technologies donc, liées aux jeux vidéo hein, nous permettent de pouvoir acquérir ce genre d'outils, un casque HTC à peu près, hein, c'est de l'ordre de 1000 euros, hein, me semble-t-il. Oui, même à 500 euros, les premiers. Voilà, donc qui sont vraiment abordables et donc multipliables. Une question sur les technologies sans fil, hein, tu nous en as un petit peu parlé tout à l'heure, Laurent, en disant qu'aujourd'hui, Oui, toujours des petits problèmes de débit, non, c'est ça? c'est l'enjeu des évolutions de demain. Hein, c'est plutôt que même sans fil. Ce qu'on cherche à faire aujourd'hui, c'est d'intégrer l'ordinateur directement dans le casque. C'est ce qu'a réussi à faire Microsoft avec des lunettes, parce que globalement, c'est des lunettes, les HoloLens, qui sont devenues suffisamment confortables et qui, malgré tout, intègrent un ordinateur puissant à l'intérieur. Donc, on est dans cette frange-là, on est vraiment très proche de par la miniaturisation, d'arriver à avoir des ordinateurs puissants au niveau du casque. C'est surtout un problème de refroidissement, plus qu'un problème de taille d'ailleurs, pour parler technique. Mais ça va venir, c'est certain. Et de toute façon, les solutions domestiques que vous aurez chez vous seront autonomes. Quoi. Donc, ce sera pas, il y aura du Wi-Fi, mais juste pour se connecter avec les bases de données, voilà, les serveurs. Mais les données vont passer par le casque. Et puis, il ne faut pas oublier que d'ici la fin de l'année, début de l'année prochaine, la 5G va arriver. Et la 5G va nous permettre de travailler ce qu'on appelle un streaming, c'est-à-dire qu'on a une autre solution. C'est si vous avez un Wi-Fi suffisamment bon, et grâce à la 5G, normalement, ça devrait être le cas, on va utiliser des gros calculateurs qui seront chez nous, qui seront voilà, ailleurs, pas chez vous, et on va vous envoyer juste l'image. Donc en fait, vous pourrez avoir un téléphone, il faut un téléviseur globalement connecté, et on vous enverra l'image. Vous n'aurez plus besoin de poser la question de quel ordinateur j'ai besoin, est-ce qu'il est compatible, est-ce que voilà. On m'avait posé une question que j'avais malheureusement, je ne sais pas où j'ai cliqué, mais j'avais mal cliqué. Avoir, oui, alors on passe tout à l'heure, on parlait des autres logiciels qui permettaient effectivement tout ça. On me demande s'il est possible d'avoir le logiciel Sphere en version démonstration. Pareil, rapprochez-vous de Hugo, Lionel et Laurence. Là, je ne sais pas trop, vous donner la réponse. On arrive sur la dernière question. Ah ben non, il y a d'autres questions qui arrivent. On vous remercie parce que ça fait très plaisir d'avoir des questions et de partager un petit peu l'expérience hein, de Laurent, voilà, qui est 20 ans dans la réalité virtuelle, hein, docteur à l'IRIT, hein, l'Institut d'informatique de Toulouse. Alors, peut-on voir en direct sur le PC l'activité de l'apprenant? Est-il possible de revoir toutes les étapes qu'il a réalisées après son activité? Alors, ça, c'est ce dont je parlais quand je parlais du débriefing. On fait un débriefing pédagogique aujourd'hui, en particulier dans le bulletin. Donc, ce que vous allez voir, c'est l'évolution de ses compétences, de son activité, si vous voulez, à travers des données, ce que je vous ai montré sur le tableau de bord, des données chiffrées, des courbes, etc. Sur le simulateur lui-même, en fonction des simulateurs, on peut faire du rejeu. Alors, c'est une autre approche pédagogique que le rejeu, parce que là, déjà, ça fait longtemps que vous y êtes, donc vous allez revenir sur le poste de travail avec l'élève et puis choisir la bonne vidéo qui va bien au bon moment pour voir et pouvoir discuter avec lui de ce qui ne va pas. Ça demande technologiquement aussi plus de ressources parce qu'il faut stocker tout, absolument tout ce qui se passe dans la réalité virtuelle. Donc, ça, le fait que technologiquement, ce soit beaucoup plus gourmand et le fait que pédagogiquement, c'est quelque chose qui accapare pas mal le formateur, on a préféré
ne vous faire qu'un débriefing pédagogique. Donc, la plupart du temps, il est tout le temps sur Vulkan. Et la plupart du temps, dans les simulateurs, vous n'avez pas un rejeu systématique de ce qui s'est passé. Mais vous le voyez à travers les infos qui ont été diffusées sur Vulkan. Une autre question, peut-on avoir accès aux diapos de la présentation? Alors, vous aurez accès, je vais répondre un peu à la place de Laurent, vous aurez accès à la vidéo. Hein. La vidéo sera sur notre YouTube d'ici demain maximum. Donc, n'hésitez pas. Derrière, je ne sais pas un petit peu. Vous pouvez très bien. Enfin, je ne sais pas, Laurent, ta présentation, voilà, si. Oui, moi je te l'ai envoyé. De toute façon, si jamais tu veux la diffuser, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de confidentialité particulière. Le PDF, par exemple, peut être transmis. Voilà, donc vous m'envoyez un petit mail ou vous envoyez un mail à Laurent Sucot et Lionel, et ça sera donc avec plaisir. Voilà, il me semble, voilà, il n'y a plus de questions ouvertes. Il est midi 05, comme à notre habitude. Alors, Laurent m'avait dit, oh, tu sais, moi. Je fais 20 minutes et j'ai fait 20 minutes. Voilà, donc on a dans le chat là, des grands remerciements un petit peu pour. Merci à tous. Merci beaucoup. Voilà. Alors, est-ce que enfin, une dernière question, allez. Plusieurs élèves sur un même scénario au même moment. Aujourd'hui, non, le PC, enfin, sur un PC, je pense pas qu'on ait fait des essais à lancer 2 fois le logiciel sur 2 casques différents. Je pense que la question c'était sur le mode collaboratif, non, plutôt. Voilà, c'est C'est-à-dire, peut-être. Ou alors peut-être sur le mode collaboratif, si tu peux nous en dire un petit mot rapide. J'imagine que la question c'est pour savoir si on peut faire intervenir plusieurs élèves au même moment dans un monde virtuel pour qu'ils collaborent, c'est ça? Pourquoi pas, vas-y, dis-moi ça. Voilà. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui est en train d'être mise en œuvre, qui existe dans certains simulateurs aujourd'hui. Et notre idée, de toute façon, dans le Virtual Construct comme dans le Virtual Indus, hein, c'est de pouvoir effectivement ouvrir le monde. Alors aujourd'hui, c'est un monde individualiste, quoi, je dirais. Mais vous savez qu'il existe déjà plusieurs applications en réalité virtuelle où on peut faire des réunions en réalité virtuelle. Donc l'idée, c'est de collaborer dans le futur et qu'on puisse voir, en fonction des besoins du formateur, l'autre travailler, collaborer avec lui. Alors c'est surtout intéressant dans les métiers, évidemment, où on travaille en équipe, où il y a des besoins de collaborer sur une chaîne de production, sur un chantier, je sais quoi. Enfin, voilà. Et c'est intéressant parce que ça rajoute le facteur humain dans le simulateur virtuel. Donc, c'est un paramètre aussi qui sera intéressant d'évaluer sur Vulkan, qui est plus du domaine du savoir-être. Voilà, donc je pense que voilà, on nous dit par exemple, ça pourrait être également dans l'application un surveillant électrique. Oui, tout à fait. Tout à fait. Voilà, le professeur, l'enseignant, oui, bien sûr. Voilà. Donc, on vous remercie. Alors, juste une petite chose, sur les prochains webinaires, il y en a un qui se déroulera jeudi matin sur un thème un peu, alors, qui est un peu plus éloigné que celui d'aujourd'hui, hein, qui est sur les asservissements et régulations. Donc, je repartais à tout le monde, bien sûr, les invitations comme d'habitude. Et ensuite, on est en train de voir pour en reprogrammer 2-3 la semaine suivante. Voilà. Donc, on vous remercie. C'était très gentil. Et on est vraiment très heureux d'avoir eu autant de participants. Voilà. On a un petit commentaire dans le chat. Hein, voilà, merci. Analyse des solutions pédagogiques vraiment pertinentes. Donc, merci surtout à toi. Merci surtout à toi, Laurent, de nous avoir un petit peu donné de ton temps pour cette présentation. Voilà. On vous remercie et puis on vous dit à très bientôt et bonne fin de journée à vous. Merci. Bonne journée, au revoir.